Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je me présente, Béatrice Pudelco, docteur en psychologie cognitive et professeure à l'Université TELUC. J'ai préparé pour vous un exposé express sous forme de PowerPoint narré pour nourrir la réflexion et la discussion sur ce thème dans les groupes du projet Amitié. Lorsque votre vice-doyenne, Madame Geneviève Grégoire, m'avait demandé si je voulais bien faire une capsule sur la motivation, j'ai répondu oui. Mais après, je me suis rendu compte que c'était presque mission impossible. Comment parler en 15 minutes d'un sujet qui est étudié en psychologie scientifique depuis près d'un siècle et sur lequel il existerait aujourd'hui pas moins que 100 théories de la motivation proposée, un corpus de connaissances théoriques et empiriques immense. Ce n'est pas étonnant si on y pense bien, puisque motivation, c'est le terme qui vient d'un autre mot, qui est celui de motif, et lui-même provient du latin à la fois mobile et movere. Donc en fait, ça voudrait dire quelque chose comme ce qui nous met en mouvement, ce qui nous pousse en mouvement, ce qui nous fait agir. Alors évidemment, la motivation est un sujet crucial pour la psychologie et pour nous tous dans notre vie quotidienne et donc pour vous en tant qu'étudiant qui aujourd'hui peut-être rencontre quelques problèmes avec la motivation. J'ai choisi donc une théorie qui s'impose aujourd'hui dans divers domaines, y compris dans le monde de l'éducation et de l'éducation médicale. C'est la théorie de l'autodétermination de Richard Ryan et Edward Deci. J'ai inscrit ici les liens vers le site web là, qui présente à la fois les recherches réalisées et différentes activités et qui fait la promotion aussi des résultats de ces recherches pour la pratique dans les différents domaines. L'exposé portera donc sur la motivation telle qu'elle est vue dans le cadre de cette théorie. Je n'aborderai que très peu, voire pas du tout, la question du confinement, de la pandémie, tout ce contexte assez spécial que vous vivez aujourd'hui, parce que je pense que vous allez être capable, et ce serait en fait très intéressant si vous faisiez de vous-même des liens entre ce qu'avancent les chercheurs qui travaillent dans le cadre de cette théorie de l'autodétermination et votre propre réalité. Alors, parlons de votre réalité. On est au mois de novembre, cela fait plus de 2 mois que vous avez commencé l'année académique. Et voilà, est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de vous dire « je me sens fatiguée, je dors mal, j'ai tout le temps envie de dormir, j'ai une baisse d'énergie » ou encore « je me sens coupable de ne pas travailler plus » ou que les études vous ennuient, que vous vous sentez découragé. Ou encore, vous trouvez-vous des excuses pour ne pas étudier ou vous avez du mal à vous y mettre? Ou encore, peut-être, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que vous avez des difficultés de mémorisation. Vous vous demandez même ce que vous faites là. Donc, tout ça, c'est différents types d'indices physiques, émotionnels, comportementaux et cognitifs d'un phénomène complexe, multidimensionnel, qui fait que finalement vous vous dites « je ne suis pas motivé ». Alors, qu'est-ce qui nous motive, nous autres les humains? Quel est le pourquoi de nos actions? Vous avez certainement déjà entendu parler de ces deux types de motivation intrinsèque et extrinsèque. On va donc parler de l'action motivée de façon intrinsèque lorsqu'elle est réalisée pour le plaisir qu'elle nous apporte, par le plaisir finalement de réaliser l'action, par l'intérêt qu'elle suscite en nous, la passion, la satisfaction, la croissance personnelle, la curiosité pure. En revanche, on va parler de la motivation extrinsèque lorsque l'action est réalisée pour des motifs externes, pour des motifs extrinsèques à l'action elle-même. Par exemple, lorsque l'action est réalisée pour l'estime sociale, le prestige, la récompense symbolique, l'argent, l'avancement dans la hiérarchie, le pouvoir. En fait, les chercheurs qui ont continué à étudier la motivation dans le cadre de la théorie de l'autodétermination se sont rendus rapidement compte que l'on ne pouvait pas simplement opposer la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque.
On ne pouvait pas les traiter comme si l'une était la bonne et l'autre était la mauvaise, et surtout qu'on ne pouvait pas considérer la motivation comme un état stable, comme une caractéristique ou une disposition stable des individus. La motivation est davantage un processus qu'un état. Donc, non seulement la motivation fluctue dans le temps, vous pouvez probablement l'observer vous-même assez aisément, même au courant d'une journée, mais en plus, la motivation, la nature de la motivation change avec le développement psychologique, avec la maturation, avec le degré et la différente forme finalement de participation dans la société. Et ce n'est pas étonnant puisque notre société est tissée d'interdépendance entre les êtres humains. Donc forcément, les activités que nous y menons, les activités que nous menons en société ne peuvent pas être uniquement motivées de façon intrinsèque. Ce serait carrément impossible. Alors, si on prend un exemple simple, un enfant qui joue, qui est absorbé dans son jeu et qui s'interrompt pourtant pour aller se brosser les dents avant d'aller se coucher parce que sa maman lui dit, clairement, sa motivation à l'origine de l'action de se brosser les dents n'est pas une motivation intrinsèque. Et pourtant, au fur et à mesure de son développement, cette motivation plutôt extrinsèque va se modifier, va devenir quelque chose d'autre, va devenir finalement de plus en plus internalisé, interne à sa personne. Pour autant, ce n'est pas peut-être non plus une motivation intrinsèque pure. Donc en fait, sans entrer dans trop de détails, il est important de comprendre ici que la théorie de l'autodétermination a permis de distinguer différents types de motivation par rapport à finalement ce qui constitue la régulation de l'action. Est-ce que la régulation est davantage réalisée par l'individu ou est-ce que la régulation est plutôt réalisée par l'environnement? Donc, dans le cas d'une régulation plus interne, on va parler d'une motivation autodéterminée ou d'une motivation autonome, et une régulation réalisée plus de façon externe va être considérée comme une motivation moins autodéterminée ou moins autonome. Alors, avec ces précisions en tête, continuons notre exploration de la motivation des étudiants en médecine. Que sait-on à ce sujet? Les recherches nous apportent plusieurs résultats intéressants, plusieurs réponses. Par exemple, on sait que la motivation des nouveaux étudiants en médecine est plutôt une motivation qu'on pourrait décrire comme autodéterminée. Donc, les étudiants s'engagent dans les études médicales qui, l'on sait que sont difficiles, longues et souvent coûteuses, dépendamment du pays, pour des motifs tels que l'intérêt pour la médecine, l'apprentissage ou la science, mais aussi en souhaitant relever les défis pour s'accomplir professionnellement. C'est le cas notamment lors du changement de carrière. Les motifs les plus souvent évoqués sont ceux du désir d'aider et de soigner ou d'être utile pour la société. D'autres motifs sont également présents, le prestige de la profession, la pression familiale, les gains financiers futurs. Un résultat intéressant est celui qui démontre que la motivation autodéterminée diminue en fait significativement durant la première année d'études. Je vais vous laisser réfléchir sur ce sujet et voir dans quelle mesure vous vous y reconnaissez et pour quelles raisons. On va poursuivre là-dessus, on va voir qu'est-ce que la théorie de l'autodétermination peut nous apporter sur ce point. Ensuite, on a donc trouvé que cette motivation autodéterminée est corrélée avec plus de temps qui est consacré par les étudiants à l'étude, avec l'intention de continuer les études, donc moins d'abandon, avec l'utilisation de stratégies d'apprentissage en profondeur, avec un meilleur investissement et une meilleure participation dans les groupes de l'apprentissage par problème, par exemple, ou autres groupes d'études. Aussi avec une meilleure productivité des groupes APP, avec la participation dans les activités extra-académiques et le bénévolat, et de façon générale avec le bien-être psychologique, lorsque ce bien-être est mesuré par la perception d'un équilibre entre les composantes personnelles et professionnelles chez les étudiants avancés, en fait chez les résidents.
Un autre fait intéressant de ces études est celui des résultats contradictoires sur les liens entre les types de motivation et la performance académique. Ainsi, la plupart des études concluent plutôt à la corrélation positive entre la motivation autodéterminée et la performance académique. Mais certaines études ne trouvent pas une telle corrélation et d'autres trouvent même une corrélation négative. Donc, il y a clairement ici quelque chose d'intriguant qui vaut la peine d'être investigué davantage. De nombreuses études se sont aussi intéressées à la façon dont on peut favoriser ou stimuler la motivation autodéterminée des étudiants en médecine. Donc, parmi les différents facteurs qui ont été étudiés et puis pour lesquels on a trouvé des résultats positifs sont les sentiments de compétence des étudiants, la perception positive de la valeur de la tâche, les soutiens des enseignants, les soutiens de la famille, les curriculums du type APP, apprentissage par problème, la perception de l'utilité des connaissances biomédicales pour la clinique, un contact précoce avec les patients et une plus grande responsabilité dans les soins des patients, par exemple chez les internes. Ces diverses façons de stimuler la motivation autodéterminée que je viens de vous décrire brièvement ont été constatées aussi dans d'autres milieux éducatifs à divers niveaux, là, aussi bien à l'école qu'à l'université. Et en fait, ce sont des résultats qui vont pas mal à l'appui de la principale hypothèse de la théorie de l'autodétermination, que j'ai essayé de représenter ici sous forme d'un cercle. C'est certainement une représentation un peu simplifiée, mais je pense quand même que l'essentiel est là. Donc, cette hypothèse pourrait être énoncée comme suit. L'environnement social peut nourrir ou non, à degrés divers, les besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. Ces besoins sont au nombre de 3. Il s'agit du besoin d'autonomie, du besoin de compétences et du besoin de lien social. C'est lorsque ces besoins sont satisfaits que l'humain peut mettre en place ou développer une motivation autodéterminée qui lui permettra de réaliser des actions qu'il sentira comme étant des actions autodéterminées. Et c'est la réalisation de ces actions, de même que les résultats, les nouveaux buts qui pourront résulter, qui conduira à un sentiment de bien-être psychologique, au développement personnel, professionnel, à la croissance de la personne. Évidemment, à leur tour, là, ces personnes pourront s'engager de façon positive dans leur environnement social, au sens très très large ici. Donc, l'aspect le plus important ici, en fait, pour nous, en ce qui concerne la motivation, est bien celui-ci. On peut agir sur la motivation en mettant en œuvre des moyens qui agissent sur la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, voyons concrètement comment cela peut se présenter s'agissant des études médicales ou autres types d'études. Comment favoriser la motivation autodéterminée en répondant aux besoins de l'autonomie? Le besoin de l'autonomie, c'est le besoin qui pousse l'individu à être à l'origine de son action, plutôt que d'être ou de se sentir être contrôlé par une force ou une pression externe. Donc, plusieurs moyens de cette sorte pourraient être listés ici, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ils vous feront peut-être penser à certaines actions que vous faites déjà ou à des conseils que vous avez déjà entendus ou appliqués provenant des guides sur les stratégies d'études sur la gestion du temps, la gestion des tâches ou encore les moyens de contrer la procrastination. Donc ici, ils sont présentés un petit peu différemment sous l'angle donc, de la théorie de l'autodétermination et de la façon dont elle présente la relation entre le besoin de l'autonomie et la motivation autodéterminée. Donc, parmi ces moyens, on peut citer ici établir ses propres échéances, augmenter ses possibilités de choix d'action en variant les actions possibles, fractionner les tâches en composantes dont on peut établir les priorités, définir des buts spécifiques et à court terme, faire suivre les efforts d'activité agréable plutôt que le contraire, se donner des routines différenciées, par exemple par jour de semaine,
Remplacer les stratégies d'études passives, telles que lecture et relecture, par des stratégies plus actives, par exemple rappel libre, schématisation, auto-explication, explication à autrui, et se donner des auto-instructions et évidemment les suivre. Comment favoriser la motivation autodéterminée en répondant aux besoins de compétences? Donc, selon la théorie de l'autodétermination, le besoin de compétences, c'est le besoin des humains d'interagir efficacement avec son environnement en exerçant ses capacités et en contrôlant les éléments qui conduisent au succès. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à son besoin de compétences? Plusieurs moyens sont possibles, par exemple, analyser les causes de succès et d'échecs, relativiser les échecs en gardant une vue d'ensemble et à long terme, prendre conscience du développement des compétences, même si elles semblent lacunaires ou incomplètes à une étape donnée, composer avec les sentiments d'incertitude, se donner un véritable droit à l'erreur, mettre en place des stratégies d'apprentissage efficaces, interpréter sa progression en se comparant à soi-même plutôt qu'aux autres, et viser la compétence et moins l'excellence. Enfin, le troisième besoin, donc le besoin du lien social, est défini par la théorie de l'autodétermination comme un besoin de proximité sociale, d'appartenance, le besoin de se sentir connecté à ses pairs, d'appartenir à un groupe, à une communauté. Ces besoins pourraient paraître un peu contradictoires avec le besoin d'autonomie dont on a parlé plus tôt, mais en fait, il faut bien comprendre que l'autonomie, ce n'est pas indépendance. Se sentir autonome en tant que source de ses actions autodéterminées, ce n'est pas du tout la même chose que de travailler ou d'agir sans tenir compte des autres personnes ou sans avoir besoin des autres personnes. Donc, en fait, dans la théorie de l'autodétermination, le besoin de lien social est un besoin central, essentiel, car l'humain est un être social. Alors, plusieurs moyens pourraient être cités ici, comme celui de, premièrement, de savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide et d'agir en conséquence, être capable de discuter de ses difficultés, de ses succès avec ses proches, organiser des groupes d'études ou s'impliquer dans les groupes d'études, participer aux activités extra-académiques et évidemment participer aux rencontres amitiés. Je vous remercie de votre attention, chers étudiants, chères étudiantes. Voici quelques ressources complémentaires qui pourraient être utiles pour travailler, réfléchir ou en apprendre plus sur la question de la motivation. Et je vous souhaite une bonne poursuite de rencontres amitiés.